Bien, aujourd'hui, on va s'occuper de la paranoïa et la personnalité. Pourquoi ce titre? J'ai eu l'occasion récemment de relire quelques chapitres de cette thèse de Lacan intitulée De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, écrit en 1932, et que Lacan, après, ne prendra plus en compte. Mais je trouvais que tout de même le développement que Lacan fait dans cette thèse est très intéressante et qui est toujours d'actualité concernant tout ce qu'on retrouve souvent sur Internet dans les explications au sujet des personnalités. Une personnalité narcissique, eh bien, la personnalité qui a une vision grandiose de soi, qui n'a pas d'empathie, qui peut manipuler les autres, etc. On a comme ça des descriptions sommaires, des descriptions de traits qui vont caractériser ce qu'on appelle une personnalité. On va voir comment est-ce que Lacan, ce premier Lacan, psychiatre, qui fait cette thèse, envisage la question de la personnalité. Et cela en relation avec la paranoïa, mais on pourrait aussi le mettre en relation avec d'autres problématiques. On commence par la question qui était à l'époque, quand Lacan rédige cette thèse, s'applique à recueillir des données sur la question de la psychose paranoïaque, était qu'est-ce qui va déterminer une paranoïa. Et on évoquait comme aspect décisif ce qui relève de la constitution de ce qui est inné. C'est ce qu'on retrouve maintenant dans le DSM-4, c'est-à-dire pour le paranoïa, c'est une difficulté au niveau du jugement, cette sensation d'être persécuté, d'avoir un certain délire, etc. Et donc il y avait cette propension, c'est très caractériel inné. Ou bien on évoquait l'aspect organique, c'est-à-dire qu'il y a un agent mythique qu'on n'arrive pas à détecter qui agit. Aujourd'hui, on parlerait plutôt d'un agent détecté par les neurosciences. Les neurosciences maintenant sont arrivées à un niveau très détaillé de ce qui se passe au niveau du cerveau. Ils vont analyser le cerveau de plusieurs paranoïaques et vont détecter, par exemple, qu'il y a un gène de la paranoïa, ou que sais-je, c'est pour inventer. Mais maintenant, on arrive à faire correspondre à des pathologies des agents organiques qui agissent. Et du coup, dans ce qu'on retrouve aujourd'hui au niveau de la nosographie plus répandue, eh bien, c'était ce qu'il y avait au temps de Lacan. Rien n'a changé par rapport à cela. Plutôt, ça s'est affiné. Donc, ça s'est affiné par rapport aux traits caractériels, de caractère inné, et affiné au niveau des recherches des neurosciences. On va commencer donc par voir comment est-ce que Lacan envisage. Il ne va pas nier le fait qu'il peut y avoir des facteurs innés, caractériels, ou bien un agent organique, mythique, qui est présent. Ce qu'il va démontrer, c'est qu'il faut qu'il y ait toute une participation de ce qu'il appelle la personnalité. On va voir maintenant qu'est-ce que Lacan veut dire par personnalité. Et bien là, pour Lacan, la personnalité est l'effet de trois domaines agissant ensemble. Le premier, c'est la biographie. Le deuxième, c'est la conception de soi. Et le troisième, c'est le rapport aux autres.
mon rapport à la société. Donc on répète, il y a la biographie, la conception de soi et le rapport à la société. Qu'est-ce que ça veut dire la biographie? Là, Lacan va se référer à l'apport de Freud. C'est-à-dire, on retrace dans la propre histoire infantile des lignes d'expérience particulières vis-à-vis de la libido, d'investissement du moi, investissement des objets pulsionnels, etc. Et dans ce parcours biographique, on va retrouver ce qu'on appelle des traumatismes. Deuxième, c'est la conception de soi. Là, quand on parle de conception de soi, c'est vis-à-vis du moi et la relation entre les identifications et l'idéal du moi. Et pour terminer, le rapport aux autres, le rapport à la société, c'est l'ensemble très complexe des interactions qu'il y a entre une personne et une autre, sur la base pas tellement sur des notions axées sur l'adaptation, mais plutôt sur, on pourrait parler des lignes de force éthiques. À vrai dire, dit Lacan, c'est plus utile de parler de promesse, par exemple, de responsabilité, punition, voilà. Et toutes ces forces qui agissent dans le rapport, la relation aux autres, à la société, eh bien, vont être également déterminants pour pouvoir parler de relation entre la paranoïa et la personnalité. On va faire un exemple concret qui est celui-là qu'on retrouve dans la thèse de Lacan, le plus connu, le cas Aimé, qui va se révéler être la maman de Didier Ancieux, un psychanalyste très connu en France, qui va ensuite aller en analyse avec Lacan. Le cas Aimé, en quelques mots, c'est une dame qui va être internée parce qu'elle a commis une tentative de meurtre vis-à-vis d'une actrice très connue à l'époque. Elle est emprisonnée, elle est suivie par Lacan pendant 1 an et demi. Pourquoi est-ce qu'elle va faire cela? Parce qu'elle est convaincue que cette actrice veuille faire du mal à son enfant, qui se révèle être Didier Ancieux. Et donc, pour défendre son enfant, c'est elle qui va punir, qui va vouloir tuer cette actrice très connue. Alors, quelques petites données supplémentaires, c'est que Aimé avait déjà développé des pensées persécutrices lorsqu'elle était enceinte pour la première fois, qu'elle avait perdu son enfant. Voyons maintenant ce qu'a Aimé avec les 3 domaines qui participent à la formation de la personnalité. Du côté de la biographie, Lacan reprend là texto les lignes de force repérées par Freud en ce qui concerne la psychose paranoïaque. Et c'est-à-dire, Aimée, quand elle était toute petite, elle avait une relation très proche avec sa sœur, et là, on est dans le complexe fraternel, de la libido qui investit la sœur, donc l'enfant du même sexe. Et là, c'est une libido homosexuelle qui ne peut pas être tolérée par le surmoi, et donc cette libido est refoulée. Ensuite, quand la personne grandit, là aussi Lacan reprend Freud, il va y avoir donc un investissement
de libido homosexuel envers une personne du même sexe, et donc aimer va avoir une attirance pour une autre femme, cette attirance va subir ce que Freud disait, un passage de transformation grammaticale. C'est-à-dire, j'aime cette femme, ce n'est pas moi qui l'aime, c'est elle qui m'aime. Premier renversement, transformation. Deuxième transformation, ce serait, parce que comme ça, ce serait trop évident, il y aurait encore cette sensation d'être, cette sensation de la libido homosexuelle, ça se transforme en ce n'est pas qu'elle m'aime, elle m'aime pas, elle a de la haine envers moi. Et de là, ce qui apparaît après comme délire de persécution, que l'autre me veut du mal. Donc la personne envers laquelle j'ai au départ une certaine attirance, eh bien, elle va ensuite être l'objet de mes persécutions. C'est elle qui me veut du mal, qui veut me faire du mal. Et là, on est donc dans le domaine de la biographie. On pourrait continuer encore sur différents détails, mais on va rester dans le plus simple. En ce qui concerne la conception de soi, et donc on pourrait dire du moi et de l'idéal du moi, Aimé avait toute une propension pour les personnes connues. Elle voulait être elle-même très, très connue. C'était une écrivaine qui n'avait pas publié ses écrits, mais voulait être connue dans son domaine. Elle aimait bien aussi les personnes, et donc elle était attirée par des personnes qui avaient une certaine... Ils étaient reconnus par les autres, qui avaient un certain succès. Et de là, son attirance pour cette actrice très connue de l'époque, qui ensuite va se transformer en personnage persécuteur. Et troisième domaine, qui est le rapport aux autres, le rapport à la société, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la promesse, de la responsabilité, de la punition. Là, dit Lacan, la personne qui va rentrer dans cette paranoïa, eh bien, va construire un certain délire. Le délire est l'expression à travers un certain discours langagé, d'une tendance concrète qui n'est pas partagée par les autres, et cela est méconnu par l'âme personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une personne veut punir quelqu'un et veut, avec des raisons qui ne sont pas vraiment partagées par les autres, et la punir aussi d'une manière très dure, jusqu'au meurtre. Et bien que ce ne soit pas partagé par les autres, eh bien, ça ne m'intéresse pas, je ne tiens pas compte de ça. Et la tendance concrète, ça c'est un terme que Lacan utilise dans cette thèse, ici, tendance concrète de la paranoïa, c'est la punition. C'est ça qui est au centre de la paranoïa, c'est de punir. Et là, on est au niveau du surmoi, et là on rentre on repart avec la biographie. C'est pour ça que Lacan parlait aussi de paranoïa du surmoi. C'est pendant l'enfance qu'on va intérioriser tout ce qui est le surmoi et tout ce qui est de l'ordre de ce qui va créer le sens culpabilité, ce qui est de l'ordre de la punition, d'être puni, de punir. Et donc la tendance concrète est de punir. Et donc si je pense que quelqu'un fait du tort, ne tient pas à sa promesse, eh bien, il faut le punir. Cette punition, eh bien, ne tiendra pas compte de ce que les autres pensent que ce soit le cas, de comment les autres pensent que ce soit le cas de réaliser la punition. Et
je ne tiens pas compte des autres. Dans le cas d'aimer, dit Lacan, cette tendance concrète, eh bien, qui est une tendance, donc, vouloir punir, la punition, est très particulière parce que quand aimer sera emprisonné, dit Lacan, tous ces symptômes disparaissent. La plupart de ces symptômes disparaissent. Comme pour magie. Voilà, tout disparaît. Ben, quand on dit pourquoi est-ce que ça disparaît? Parce que finalement, elle est apaisée par la punition. Et c'est pour cette raison qu'il va parler, pour le cas aimé, de paranoïa d'auto-punition. C'est-à-dire qu'en ayant la punition de la part de la société, elle va être apaisée. Et comment relier ça avec la biographie, avec le surmoi initial? Bien, on peut facilement penser que Aimé enfant a des sentiments homosexuels envers sa propre sœur, ce qui va à l'encontre du surmoi de la loi, que cela ne peut pas se ressentir, on ne peut pas avoir des sentiments d'amour sexuel envers sa propre sœur. Et là, donc, il y a un sens de culpabilité inconscient qui va s'installer, qui est quand il y a une certaine attirance envers une femme, eh bien, elle va sentir une sens de culpabilité et voudrait être punie. Mais, par contre, il y a ce délire de persécution, c'est par exemple cette actrice, donc elle est attirée par cette actrice, elle a un sens de culpabilité inconscient parce qu'il y a cette attirance, mais cette attirance se transforme en c'est elle qui m'aime et puis devient c'est elle qui m'en veut et qui veut du mal à mon enfant. Alors là, je dois me défendre, je dois la punir. Mais dans le cas d'une paranoïa d'autopunition, Lacan, on va toujours procrastiner ça, de retarder ça, jusqu'au quand à un moment donné, elle n'en peut plus, elle va effectivement aimer, tenter de tuer cette actrice très connue. Mais quand elle est emprisonnée, voilà que les symptômes disparaissent parce qu'elle est soulagée par la punition qu'elle va faire par la société. Et on voit bien comment ces trois domaines interagissent pour participer à ce que sera la personnalité qui va développer une paranoïa. Et concernant cette paranoïa de cas aimé de autopunition, dit Lacan, on retrouve également l'inverse qui est une paranoïa de revendication. Et là, il présente un autre cas, ce sera un peu long de parler de ce cas-là. Et cela est très important parce que ça nous amène vers ce qui sont les personnalités qui vont commettre des meurtres parce qu'ils sont dans un délire paranoïaque de revendication. Et cela peut aussi se retrouver à grande échelle parmi des personnages de l'histoire très connus, comme par exemple Hitler, qui va avoir ce sentiment d'être très fort, d'avoir été lésé par l'État allemand qui avait capitulé lors de la Première Guerre mondiale. Il veut revendiquer quelque chose jusqu'à après, quand il aura le pouvoir, de revendiquer aussi tout le territoire du monde, pour posséder tout le territoire du monde. Et là également, pour tenter de donner une explication de cette personnalité, de cette paranoïa de Hitler, on devrait, à côté les aspects innés, caractériels de Hitler ou bien d'un agent organique que les neurosciences n'ont pas tardé à découvrir, il faudrait également mettre en relation la paranoïa avec la personnalité de Hitler, c'est-à-dire avec l'aspect biographique, conception de soi et rapport aux autres, à la société, aux autres États, à la race, etc. Eh bien voilà la prochaine vidéo.